Donc, bonjour à tous et vraiment heureuse d'être ici ce matin avec Fred Lalonde et JP Chauvet. Messieurs, bonjour. Peut-être juste pour commencer, nous donner un aperçu de vos entreprises, dont Lightspeed et Hopper. Donc, pour commencer avec JP, Lightspeed. Oui, bonjour Bicha, merci de me recevoir. Donc Lightspeed, on est une compagnie basée à Montréal, on est une compagnie de software et notre mission est d'aider les petits entrepreneurs à concurrencer les gros et notamment les restaurateurs et les points de vente, les commerçants en fait. On est coté en bourse, on est sur la bourse de New York et la bourse de Toronto et on a des bureaux dans une vingtaine de pays. Merci, Fred. Oui, bonjour, Michel. Hopper, on est la plus grosse application de voyage en ce moment en Amérique du Nord. On a 70 millions d'utilisateurs. Quand il n'y a pas de pandémie, on vend vol, hôtel, location de voitures dans 120 pays. Là, évidemment, le voyage est en train de revenir, donc on revient à nos chiffres de pré-pandémique. Effectivement, on est basé à Montréal aussi. On a des employés dans une cinquantaine de pays à travers le monde, une entreprise virtuelle, privée encore, donc des investisseurs privés. Une grande partie de ces investisseurs-là sont canadiens québécois. Merci. Bien, écoutez, Lightspeed, Hopper, deux fleurons québécois, deux entreprises dont la stratégie a été complètement chamboulée par la pandémie et qui ont dû se réinventer et se réinventer rapidement. Donc, Fred, première question s'adresse à toi. Comment est-ce que vous avez modifié votre stratégie aussi rapidement? Parce que la stratégie d'affaires de Hopper a été modifiée en l'espace de 3 semaines. Il y a un changement de cap majeur au niveau de la stratégie. Comment est-ce qu'une entreprise fait, en fait, pour se réinventer aussi rapidement et surtout s'adapter dans un nouveau contexte de marché? Dans notre cas, c'est vraiment exceptionnel parce que ça a été une dislocation complète. Là. Je me souviens encore en 2020, on était à Montréal, je regardais, il y a des écrans où on voit les avions qui sont dans les airs en ce moment. Il n'y avait plus rien en Chine. Normalement, il y a 50 000 avions là, qui sont dans le ciel à tout moment. Il ne restait plus de petites cônes d'avions en Chine. L'Europe venait de commencer à fermer. Les gens se demandaient si les démocraties de l'Ouest allait imposer des restrictions au mouvement. Là, évidemment, on connaît la réponse 3 ans plus tard. Le voyage est essentiellement tombé à zéro et on a aussi eu près d'un demi-million d'annulations où il fallait rembourser, les lignes aériennes n'étaient pas prêtes. J'aimerais ça vous dire que on a fait preuve d'énormément d'efficience, mais c'était la panique la plus totale dans l'industrie. Ça a duré presque 1 an. Donc, la première chose, ça a été juste de s'ajuster au choc, d'apprendre à absorber tous les problèmes de service à la clientèle. Faut se rappeler aussi qu'aux États-Unis, il y a presque 10 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui avaient besoin du remboursement de leur billet d'avion pour payer leur épicerie. Ça a été littéralement l'année la plus difficile j'espère qu'on connaîtra jamais. On a aussi fait des grosses coupures. On était en plein milieu d'une ronde de financement que IQ a d'ailleurs l'idée, comme on dit en anglais. C'est difficile de décrire la quantité de panique et de confusion qu'il y avait dans cette époque-là. Par contre, une fois qu'on est sorti du nuage initial, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va bâtir l'entreprise pour le monde post-pandémie. Ça ne donne absolument rien de bâtir une entreprise de voyage dans le milieu d'une pandémie où il n'y a personne qui voyage. On s'est dit, on va calculer, on va essayer de voir où tout ça va atterrir. D'abord, nous, on pensait que ça allait être 4 ans avant que ça ouvre. On n'était pas très loin. Ensuite, il y a un paquet de choses qu'on a fermées, qu'on a arrêté de faire. La première, c'est qu'on avait une initiative pour entrer dans le marché corporatif, le voyage d'affaires. Inutile de dire qu'on a laissé tomber ça. Aujourd'hui, on l'a relancé, en fait, le mois dernier. L'autre chose, c'est qu'on s'est concentré beaucoup sur le transport terrestre et beaucoup sur nos services financiers. Les services financiers, pour ceux qui ne les ont jamais utilisés, c'est des produits qui permettent, entre autres, de geler les prix. Donc, de dire, je veux garder ce prix-là pendant quelques jours, de rendre des billets non remboursables et de prendre des billets où il y a une connexion entièrement assurée. Si vous manquez votre connexion parce que l'avion est en retard, vous pouvez prendre n'importe quel vol gratuitement qui part de cet aéroport-là. Inutile de dire que pendant les 2 années qui ont suivi la pandémie, les gens achetaient ces services de protection-là à des taux qu'on ne pouvait pas imaginer, à des prix qu'on ne pouvait imaginer. Les vols New York-Los Angeles étaient à 90 $, les gens ajoutaient 200 $ de protection. Et c'est en regardant ce qui allait arriver, et là, je reprends l'espèce de
d'analogie sur utiliser le Wayne Gretzky. On a patiné où la POC s'en allait, pas où elle était, en gros. Et c'est en regardant le monde post-pandémie qu'on a bâti notre stratégie d'affaires. Et là, aujourd'hui, on est rendu, en termes de revenus, 30 fois plus élevé qu'on était en 2019. Ça, c'est la seule chose que je recommande à tout le monde quand il y a des choses qui vont mal, là, que ce soit un événement mondial ou juste la compagnie ne va pas comme on pensait. L'idéal, c'est de regarder où les choses vont atterrir dans 2 ou 3 ans, de commencer à s'aligner pour ça. En fait, d'une certaine façon, la crise, en fait, a accéléré la croissance de Hopper. Vraiment, là, si vous êtes réinventé, mais la crise a vraiment accéléré cette croissance-là. Donc, vraiment, vraiment très bien. Je passe la question à maintenant JP, en fait. Comment est-ce que Lightspeed a fait pour s'adapter rapidement aux nouvelles habitudes de consommation et répondre aux besoins de tes clients, en fait? Comment vous avez fait pour vous adapter dans le cas de Lightspeed? Donc, Lightspeed est à peu près au même niveau que Hopper au niveau de la crise, vu que notre logiciel, en fait, permettait aux commerçants et aux restaurateurs de fonctionner. Et du jour au lendemain, tous les lockdowns ont fait en sorte que la plupart de nos clients ont dû fermer leurs portes. Et donc, la même chose que Fred. On a eu la première étape, c'était on a pris tous nos vendeurs, on a pris tout le monde dans la compagnie, on leur a demandé de faire du service, en fait, d'appeler les clients, d'essayer de les aider. Et nous, nos clients ne voulaient plus payer, vu qu'ils ne pouvaient plus avoir de clients, ils ne voulaient plus payer pour le logiciel. Par contre, ils voulaient avoir accès. Donc, on a tout de suite dû adapter notre force de vente à ne pas essayer de vendre, mais essayer de supporter les clients existants. Et donc, la même chose, on a eu la première vague qui était, OK, ça va être une catastrophe. Mais en même temps, nous, comme nos solutions, c'était des solutions omnichannel. Donc, nous, ça faisait 5 ans qu'on allait voir tous les restaurateurs, les commerçants, et on leur disait, il faut que vous vendiez en ligne, il faut mettre des services, il faut avoir des sites de e-com pour vendre les marchandises. Et donc, on a eu cette espèce de double difficulté. C'est que la première, c'est qu'on a eu tous nos clients qui voulaient être remboursés sur le core du logiciel. Et après, on a eu tout le deuxième vent de panique de tous nos clients qui nous appelaient pour faire des sites e-com. Et donc, c'était complètement fou parce qu'on avait, c'est vraiment des gens, c'était live or die. Donc, ils étaient dans panique avancée. Et eux, enfin, la plupart de nos clients sont des petits commerçants, sont des familles. Et donc, ils avaient besoin de notre logiciel pour survivre. Mais je pense, pour ce que disait Fred, nous, on s'est posé la même question. On s'est dit, bon, ben, OK, on ne peut pas changer le monde. Par contre, on peut essayer de voir quel va être l'impact de la pandémie sur l'évolution de nos clients. Et en fait, ce qu'on a aussi fait, c'est que du jour au lendemain, on a complètement redirigé nos équipes de développement et de produits pour aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est omnichannel et digital et tout, parce qu'on avait une bonne solution, mais elle n'était pas... Donc, en fait, pour nous, je pense que la pandémie, ça a été un accélérateur d'adoption, finalement, de la technologie dans notre industrie. Et on s'est très vite dit, OK, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour la rouverture? Non, on pensait que c'était 18 mois. Donc, on s'est un peu trompé là-dessus. Mais, et donc, ça a été un peu toute la redirection. Et puis, la dernière difficulté qu'on a eue, c'est que nous, on n'était pas une compagnie virtuelle. Donc, on était une compagnie, on avait des bureaux, on aimait beaucoup nos bureaux. Tout le monde avait l'habitude de rentrer au bureau tous les jours. Et donc là, on a dû complètement retravailler comment interagir avec les employés, comment interagir avec les Lightspeeders. Et donc là, on s'est mis à communiquer. On faisait des town halls quasiment toutes les semaines au début. Et ça a été assez difficile, mais je pense que ça a montré qu'il y avait beaucoup de résilience dans la compagnie. Donc, et finalement, la deuxième phase de la pandémie, comme on a beaucoup travaillé sur le message digital, ben, ça a été une croissance phénoménale pour nous. Donc, on a eu plus de demandes qu'on n'a jamais eues. On a eu des croissances organiques folles parce qu'on était le seul joueur dans notre industrie qui avait une vraie solution pour vendre en ligne. Donc, ça a été un headwind et ensuite, ça a été un tailwind, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de facilité à vendre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde revient vers le monde normal. Et pour nous, ce qui est extraordinaire, c'est que ça joue encore plus dans nos forces parce qu'en fait, même si les gens reviennent dans le monde normal, toutes les habitudes qui ont été prises dans le monde de la pandémie ben, vont rester. Donc, un exemple, les gens veulent maintenant commander en ligne, il y a tout un type de nouveaux modes de paiement où les gens veulent finalement aller manger et payer comme si vous sortiez d'un Uber. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de post-pandémie, ça va être encore plus fort pour nous parce que toutes les habitudes restent, mais
tous les commerçants maintenant veulent investir dans le monde physique de nouveau. Non, puis dis-moi, tu parles que ces habitudes-là restent, en fait, alors qu'on est dans une phase, en fait, où on revient à une certaine normalité. Est-ce qu'il y a un petit changement, quand même, une espèce de revirement versus les anciennes habitudes, ou vraiment ce changement de cap, vous voyez que ça se maintient, donc du coup, les décisions qui ont été prises pendant la pandémie sont les bonnes et il n'y a pas d'ajustement dans vos cas. Donc peut-être, JP? Ben, en fait, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on vend autant en ligne que dans le monde physique aujourd'hui. Donc, grâce à la pandémie, notre chiffre d'affaires s'est beaucoup diversifié. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour massif vers la vente en magasin et vers la restauration. Et donc, pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant 300 000 quasiment clients dans le monde, 300 000 restaurateurs et retailers. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que le monde digital n'est pas retourné à zéro, comme il était avant, mais il y a encore un monde digital qui est fort, mais dans les habitudes, je ne sais pas, essayez de réserver un restaurant dans les 2 prochains mois. Tous les restaurants sont pleins de manière permanente, donc ça joue beaucoup à notre force aussi. Mais c'est intéressant de regarder Et nous, en fait, c'était le plus intéressant dans la pandémie, c'était de regarder tous les pays, parce qu'en fait, il n'y a pas eu des shutdowns au même moment. C'est-à-dire que quand nous, l'Amérique du Nord n'allait pas bien, l'Australie allait super bien, et ensuite, l'été dernier, quand nous, on était complètement en ouverture, l'Australie s'est mis à faire des lockdowns. Donc, c'est intéressant de tout analyser. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a un retour massif vers la consommation dans le monde physique. Et les gens veulent sortir de chez eux et les restaurants ont des chiffres d'affaires qui sont quasiment plus hauts que pré-pandémie. Oui, Fred. Donc, dans ton cas, les services financiers ont été clés pendant la pandémie. Alors qu'on revient vers cette normalité, est-ce que ces services-là sont encore une priorité pour les consommateurs et comment tu vois ce modèle évoluer? Comme un peu ce que JP décrivait, on a aussi vu une transformation qui est quasi permanente. La première chose, c'est que là, en ce moment, il y a de la demande partout pour le voyage. D'abord, personne n'a pu voyager pendant 2 ans. Là. Presque tout le monde que je connais a un voyage de prévu. Mais l'autre chose, c'est qu'on a appris que c'était possible de perdre le droit de voyager, qui était quelque chose que personne, je pense, n'avait jamais considéré. Il y a même des pays encore, presque toute l'Asie est inaccessible à partir de l'Amérique du Nord. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient soit prévu quelque chose avec leur famille ou quelque chose, je ne parle pas d'une semaine dans le sud, là, mais quelque chose d'un peu plus long terme, qui n'ont pas pu le faire, qui sont en train de reprendre cette expérience-là. Les services financiers, tout ce qui est protection, on a vu une diminution, mais assez minime. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que les gens, un peu comme l'habitude e-com, se sont habitués à ajouter ce type de produit-là et ont eu à s'en servir. Et une des choses que nous, on a fait pendant la pandémie, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur l'expérience digitale. Par exemple, si on a un vol qui est en retard ou qui est annulé, vous ouvrez votre application, tous les vols qui partent de cet aéroport-là sont là, ils sont gratuits, à $0. Vous tapez, vous avez votre carte d'embarquement. Pas de téléphone, pas de chat, pas d'attente, pas de fil. Quand les gens ont réalisé que ce type d'expérience-là était possible dans une application qui n'est vraiment pas possible si vous la réservez sur un site Internet, les habitudes de consommation ont changé. L'autre chose qu'on a vue, c'est une augmentation énorme, étrangement, de l'utilisation du téléphone mobile. On a vu une augmentation de 17% de toutes les réservations qui sont passées du laptop au mobile. Et nous, c'est important parce qu'on est uniquement une application. Quand on a lancé Hopper, on était les seuls dans le monde à faire ça à l'extérieur de la Chine. Et il y a encore des gens de mon âge qui disent « Mais pourquoi tu n'as pas de site Internet? » Tout le monde de 20 ans comprend parfaitement que ça ne fait aucun sens d'avoir autre chose qu'une application mobile, mais les gens plus vieux n'étaient pas habitués de consommer comme ça. Donc, on a vu un changement permanent de la manière dont les gens utilisent leur téléphone pour faire du commerce. Et ça s'est étendu dans le voyage, qui pourtant est une catégorie qui est numérique depuis le début des années 90. Au niveau des produits financiers à proprement parler, un peu comme ce que JP décrivait chez Hopper, notre portfolio est balancé. Il y a à peu près la moitié de nos revenus qui viennent de la protection contre les hausses de prix et l'autre moitié viennent de la protection contre les problèmes qui sont physiques. Là. Si on voyage, on a une annulation, un changement. Donc, quand on a une pandémie, les produits de protection physique augmentent et les prix baissent, alors les gens achètent moins les produits de hausse de prix. L'inverse arrive dans le temps lorsque l'on est dans recovery, comme on dit en anglais. Ce qu'on a vu aussi, puis ça, c'est la grosse découverte,
Au début, on était 90 de nos services financiers étaient sur l'aérien. Ce qui fait plus de sens parce que les gens sont stressés, le vol est plus compliqué. Mais aujourd'hui, on a tous les mêmes produits disponibles sur les hôtels et à la fin de l'été, ils vont être disponibles sur la location de voitures et on a même une catégorie pour la location de maisons, là, toute la business d'Airbnb. Là. Et on commence à ajouter les services financiers là aussi. Donc, on a vu une généralisation de l'adoption de ces services-là. Encore une fois, je pense que les gens ont eu à s'en servir sur l'aérien puis se sont dit, ah oui, ça fait beaucoup de sens d'ajouter ça quand je voyage. En ce moment, il y a 70 des gens qui réservent chez nous un produit de voyage ajoutent au moins un service financier et ceux qui en ajoutent un en achètent 1,7 en moyenne. Donc, c'est une majorité de nos transactions qui ont ce produit-là attaché. Wow, vraiment, quel beau... En fait, deux exemples d'agilité et d'adaptation et de se réinventer. Donc, vraiment, la prochaine question, j'aimerais ça la poser à vous deux. Vous êtes clairement les leaders dans vos industries respectives et pour demeurer leader, un entrepreneur doit comprendre, doit s'adapter et surtout anticiper les besoins d'un marché. Comment fait-on vraiment pour être au-devant de la parade? Donc, je poserai la question premièrement à JP. Je sais pas, je trouve ça toujours très difficile de donner des leçons, mais en tout cas pour nous, le plus important, c'est d'être à l'écoute. Et je pense que si on... Donc, même moi, je continue à faire des entrevues avec des clients. C'est de comprendre comment l'expérience a été, qu'est-ce qui est bien dans le produit, qu'est-ce qui est pas bon. Donc, je pense que d'être à l'écoute, et je pense que l'ennemi de compagnies comme nous, parce que maintenant on va avoir presque 1 milliard de chiffre d'affaires l'an prochain, l'ennemi pour nous, c'est la complaisance. Donc, c'est de se dire, on est les leaders, on n'a plus besoin de faire grand-chose. Et donc, je pense que c'est juste une attitude d'être à l'écoute et de se dire, il ne faut pas avoir peur de se réinventer. Si je regarde dans l'histoire de notre compagnie, on s'est réinventé plus d'une dizaine de fois où on a complètement changé les produits. On n'a pas eu peur d'arrêter les produits qui ne marchaient pas. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on va trop loin dans une direction, on a peur de s'arrêter et de se dire, oh là là, j'ai tellement investi que je ne vais pas arrêter. Et je pense pour nous, on n'a jamais eu peur de dire, on va sunset. Si le produit n'est plus bon et n'est plus à l'écoute, on va le redévelopper, on va le réinventer. Et on va le réinventer en écoutant les clients. Donc, pour moi, c'est juste une mentalité de s'assurer que tout le monde, à tous les niveaux dans la compagnie, sache qu'ils ont le droit d'essayer, ils ont le droit à l'erreur et qu'on se doit de toujours essayer de réinventer ce qu'on fait. Puis l'autre chose, c'est d'être très à l'écoute des clients. Très bien. Et Fred, de ton côté? C'est quelque chose que j'ai remarqué dans presque tous les catégories, les secteurs que j'ai vus des entreprises où les entrepreneurs étaient particulièrement forts. Il y a une espèce d'obsession naturelle du client comme la première source de vérité, qui part du fondateur, qui descend, versus, puis ça, j'ai vu aussi beaucoup de compagnies qui font cette erreur-là quand elles deviennent plus grosses, soit être focusées sur ce que les investisseurs veulent, ce que les marchés financiers ont tendance à récompenser, ce que l'interne de la compagnie dicte, toutes les espèces de culture locale, les espèces d'optimisation pour les choses qui sont fabriquées à l'intérieur de la compagnie. Le vrai truc, c'est vraiment d'être absolument focusé sur ce que les clients veulent. Un exemple, quand la pandémie a frappé chez nous, il y avait énormément de gens qui avaient des vols annulés et les compagnies aériennes, technologiquement, n'étaient pas capables de rembourser. Ça prenait à peu près, c'est dur d'imaginer, mais ça prenait à peu près 20 minutes sur un écran vert là, à taper des commandes pour faire un remboursement. Les API n'étaient même pas codés au moment de la pandémie. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout ça est automatisé, mais les gens qui devaient recevoir des remboursements ou des crédits de voyage devaient attendre souvent 2 ou 3 mois. Et la totalité de nos clients pensaient qu'on avait volé leur argent. C'est nous qui avions gardé l'argent, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, à un certain moment, il y a quelqu'un qui a trouvé mon numéro de téléphone et mon adresse email et ils l'ont publié sur l'Internet. C'est disponible sur TripAdvisor, c'est quelqu'un qui veut le trouver. Et donc, j'ai eu à peu près 50 000 appels, des messages vocaux, des textes, vous pouvez imaginer ça. Et aujourd'hui, j'ai encore mon numéro de téléphone. J'ai encore le même email. J'ai absolument refusé qu'on le change. Ça a été épouvantable au début, mais aujourd'hui, à toutes les semaines, je reçois 3 ou 4 plaintes directement dans ma boîte et je les lis. Je les règle pas, c'est pas moi qui va dans le système pour rebooker le client. Mais cette philosophie-là, elle existait chez Amazon, elle existait chez Google, chez Netflix. Et la plupart de ces super compagnies-là, que beaucoup d'entre nous admirons, ont une obsession client. Et pour nous, on a couplé ça avec la vitesse. Donc, on privilégie en toute chose une exécution qui est rapide. On parle de semaines plutôt que mois, de mois plutôt qu'années, parce qu'on pense que plus rapidement on boucle le temps entre, on ferme la boucle entre l'idée
et un contact client, même avec un produit imparfait, même avec une interface un peu mal ficelée, le plus rapidement on reçoit ce qui est important, c'est-à-dire la réaction du client, du consommateur. Donc, on a optimisé sur l'obsession du client et l'obsession sur la vitesse, sur une boucle entre l'imagination, entre le code, entre la création et le contact client qui est le plus rapide possible. Et aujourd'hui, cette culture-là, elle est fondamentale à tout ce qu'on fait. Wow, vraiment impressionnant. Peut-être dernière question, en fait. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes pousses dans un contexte où vraiment la transformation de tous les secteurs est accélérée? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes pousses-là? JP? OK. Donc encore, ce que je sais dans ma carrière, et je pense Fred faisait un commentaire avant le meeting où il disait « je suis au bon endroit au bon moment ». Quand on est au bon moment et au bon endroit, ça se sent. Et on le sait. Et moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné à Lightspeed. Il n'y a même pas 10 ans, on était 40 employés. Aujourd'hui, on est 3500. On était au bon moment, au bon endroit. Et moi, ce que je vois souvent avec les jeunes entrepreneurs, c'est que souvent, ils s'obsèdent. En fait, ils tombent amoureux de leur idée et ne se rendent pas compte que leur idée ne marchera pas. Et donc, c'est toujours la même logique, c'est de se dire, quand on réalise qu'on n'est pas au bon moment, au bon endroit, il ne faut pas avoir peur de se réinventer. Et il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Et je pense que Fred disait une autre chose qui était très intéressante et dans laquelle je crois à 100%. Ce n'est pas les investisseurs ou le board, ce n'est pas des personnes externes qui vont vous dire quoi faire. L'idée doit toujours venir de l'intérieur. Et je pense que souvent, il y a des entrepreneurs extrêmement intelligents qui ont une idée, qui s'obsèdent, qui tombent amoureux de leur idée et qui entraînent la compagnie pendant des années et des années en espérant, ou peut-être l'autre analogie que je peux dire, c'est quand il n'y a pas de vague, ben, rentre avec ton surf et reviens à la plage, il n'y aura pas de vague. Et donc souvent, l'obsession est de toujours dire à l'entrepreneur, et moi souvent quand je fais du coaching, je leur dis, si votre idée n'est pas bonne, elle ne va pas devenir bonne l'an prochain. Et donc réinventer l'idée, retravailler l'idée, reparler à des clients, mais changer et n'ayez pas peur du changement. Parce que quand on est dans le cœur du tornado, on le sait. Et ça se sent quand l'idée est bonne et qu'il y a beaucoup de traction du marché. Peut-être juste, je vais me permettre une sous-question, JP, en fait. Le fait d'être une société cotée en bourse, donc il y a quand même des comptes rendus à donner à des investisseurs publics. Est-ce que ça réduit ou est-ce que ça a un impact sur cette agilité que tu avais en tant que société fermée? Comment est-ce que tu compares les deux? Est-ce que tu as dû t'adapter à ça, en fait? Moi, je pense que justement, ça nous rend plus flexibles parce qu'on a plus de capacités financières, on a plus de possibilités. Par contre, le gros changement, c'est la communication. Et là, tous les quarts, je fais un roadshow où je parle à mes 40 plus gros investisseurs. C'est énormément de temps, énormément d'énergie. Mais je pense, pour revenir à ce que disait Fred, j'adore mes investisseurs. Donc, on a la crème de la crème américaine. Mais mes investisseurs, il y a 6 mois, me disaient « JP, you're not burning enough because you should go faster ». Et les mêmes investisseurs me disent aujourd'hui « You got to be profitable next quarter ». Et donc, si j'écoutais uniquement mes investisseurs pour prendre des décisions pour Lightspeed, je prendrais vraisemblablement les mauvaises. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 6 mois, on disait au marché « Non. On a un vrai path to profitability. Dans 2 ans, on sera rentable ». Et eux disaient « Mais non, mais vous devriez brûler beaucoup plus. Le marché est énorme ». Et aujourd'hui, j'ai toujours le même message qui est dans 18 mois, on sera rentable. Mais là, les marchés me disent « Ah non, il faut être rentable beaucoup plus tôt ». Donc, en fait, je pense qu'il faut juste apprendre à communiquer. Puis, c'est un peu comme un perroquet, quoi. En fait, je me sens un peu comme un perroquet où je continue de manière permanente à communiquer la stratégie et à rassurer tout le monde sur le fait qu'on va dans la bonne direction. Mais je pense que non, au contraire, juste pour répondre à la question, ça nous a donné beaucoup plus de flexibilité. Ça nous a permis d'acheter tous nos concurrents au moment où eux étaient vraiment à terre à cause de la pandémie. Ça nous a permis de consolider un marché. Ça nous permet aujourd'hui, ça nous a permis de faire des très grosses rounds de financement overnight. Mais encore une fois, je pense qu'être public, il faut être certain que le marché est là. Il faut être certain qu'on va être le leader dans le marché. Il faut être certain qu'il y ait une croissance assez forte. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est classifié dans high growth, énorme marché, je pense que ça donne beaucoup de flexibilité d'être une compagnie publique. Merci. Fred, donc vraiment, quel conseil donnerais-tu aux jeunes pousses, justement? Même question.
Peut-être par paresse intellectuelle, je réponds toujours la même chose. C'est les choses que j'aurais aimé ça apprendre quand j'avais 20 ans. La première, c'est le focus sur le client. Ça, on en a parlé. Et souvent, j'ajoute, n'écoute pas tes investisseurs, ils n'ont aucune idée. S'ils étaient capables de bâtir une compagnie, ils seraient de ton côté de la clôture parce que les fondateurs font plus d'argent que les investisseurs. Il y a une tendance un peu partout, certainement au Québec, à oversampler, à donner trop d'importance à ce que le conseil d'administration et les investisseurs veulent. Et ça prend un peu de maturité pour réaliser pourquoi c'est important. Et c'est littéralement à cause de ce que JP a dit. Là. Un jour, ils vont dire X, l'autre jour, ils vont dire Y. Le travail du fondateur, c'est d'avoir une vision à long terme et de la garder. Ça, c'est un. Deux, celle-là est plus subtile, puis ça m'a pris presque une dizaine d'années à s'en rendre compte. C'est surtout quand on commence avec une idée, de ne pas bâtir quelque chose qui fait du sens aujourd'hui. Et ça, on l'oublie facilement. Je vois énormément d'entrepreneurs qui ont une idée qui est un peu une copie de quelque chose qui marche déjà, qui est le Facebook de ceci, le Airbnb de cela. Mais le jour où Airbnb, Uber, Facebook, prenez n'importe quoi, a été inventé, ça ne faisait aucun sens dans le contexte actuel. Ah oui, un bottin téléphonique d'université va devenir le plus gros vendeur de publicité sur la planète. Les gens vont être complètement accros. Au lieu de prendre un taxi, tu vas embarquer dans une Corolla d'un étranger qui n'a pas de licence. Au lieu de rester dans un hôtel, tu vas aller coucher dans la chambre de quelqu'un que tu ne connais pas. Les gens ont tendance, et c'est normal, à avoir des idées de fondation qui sont trop proches, trop près de la réalité. Donc, le truc que je donne, c'est essayer d'imaginer le monde dans 5 ans et bâtir une idée qui va fonctionner en fonction de ce que tu penses que le monde va être à ce moment-là. Pas besoin d'une pandémie pour essayer de se projeter dans le futur. Et les bons entrepreneurs que je connais sont toujours en train de développer pour quelque chose qui existe ou existera ou non dans le futur. Alors, si tu pitches ton idée à un investisseur, à un ami, à quelqu'un que tu rencontres dans la rue et qui te regarde, ah oui, c'est une bonne idée, c'est probablement pas une bonne idée. S'il te regarde un peu bizarre en comprenant à peine comment ça pourrait fonctionner, peut-être que ça va échouer, mais au moins, tu n'es pas dans le passé, parce que dans 5 ans, ce que tu vois aujourd'hui, ça va forcément être le passé. Ça, c'est la deuxième chose que je recommande. Et nous, ça a commencé à fonctionner quand on a commencé à travailler pour un futur imaginaire plutôt que la réalité telle qu'on la comprenait aujourd'hui. Et la troisième chose, puis ça, c'est le plus important, on a tendance à négliger, surtout si c'est notre première compagnie, à quel point la densité du talent est importante. D'avoir peu de gens qui sont extrêmement doués. Surtout au début, mais c'est aussi vrai tout au long de la croissance, là, à quel point il faut que le premier designer graphique que tu engages ressente une douleur physique quand il y a quelque chose qui est mésaligné d'un pixel. Comment la première personne que tu vas engager aux ventes, il faut que ce soit quelqu'un où tu l'écoutes parler au client, là, puis tu te dis dans ta tête, pauvre mec, là, il devrait acheter parce que c'est sûr qu'elle ne le lâchera pas. Là, il va souffrir moins s'il accepte. Ça prend des gens, surtout pour une start-up, là, qui sont incroyablement motivés naturellement pour aucune raison financière, pour aucune raison de perception et qui ont une espèce de ténacité qui est anormale. Des gens qui fonctionnent mal dans les environnements. Et le premier rôle du fondateur, c'est pas juste s'entourer de bonnes personnes, c'est de s'entourer de personnes exceptionnelles. Moi, souvent, j'appelle ça des animaux. Là. J'ai emprunté le terme à Paul Brown. Des gens qui ont une courbe de comportement qui est complètement anormale. Parce que fondamentalement, au début, là, peu importe, là, c'est une montagne russe. Là. Une semaine, tu as l'impression que tu vas sortir public, là, puis tu vas pas acheter une île, puis le lendemain, tu es sûr que ta compagnie va fermer. Et ça, c'est même sans qu'il y ait de pandémie ou quoi que ce soit, là, ça arrive naturellement. Les gens qui vont fonctionner dans cet environnement-là ne sont pas des gens normaux. Et l'important, c'est de les attirer. Souvent, c'est difficile de voir la différence entre ces gens-là et ceux qui sont complètement fous. Donc, c'est un peu un art là, qui se développe avec le temps. Mais ce core-là, cette espèce de noyau dur-là de talent, de créativité, c'est souvent ce qui fait la différence entre les compagnies qui passent à travers. Et souvent, ce que je fais, moi, dans le coaching, c'est que j'apprends aux entrepreneurs à voir la différence, à les attirer, à les recruter. Et on a tendance à sous-estimer l'importance critique de ces embauches-là. Et après ça devient difficile parce qu'on passe à 100 personnes, à 1000, à 10 000. Il faut trouver une façon de garder cette espèce d'esprit-là entrepreneurial dans l'entreprise et ça devient un problème complètement différent. Mais si ça n'existe pas au départ, c'est impossible à créer une fois que la compagnie est partie. 100% d'accord. Oui, non, puis vraiment, donc je le retiens, heureusement qu'on a des gens qui ne sont pas normaux. Donc, vraiment, merci. Merci à vous deux, JP, Fred. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour les conseils que vous avez donnés aux entrepreneurs, à nos jeunes pousses.
et surtout bravo au succès de vos belles entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.